J'ai toujours aimé les dimanches. Même après tant d'années à l'usine, où les week-ends étaient ma seule échappatoire au bruit des machines et à la poussière, ce sentiment ne m'a jamais quitté. Le dimanche est un jour spécial. Un jour où l'on peut s'offrir une tasse de bon thé plutôt que la lavasse bon marché que je bois toute la semaine. Ce matin-là, je me suis réveillée à 6h30. Comme d'habitude. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on a 67 ans et que notre corps est devenu une horloge vivante. Par la fenêtre de ma petite maison à Valmont-sur-Oise, il bruinait. Pas cette pluie qui fait courir les gens pour s'abriter, mais celle qui s'infiltre dans les vêtements et dans l'humeur. Mon arthrose s'est immédiatement manifestée, mes doigts de la main droite se crispant légèrement. Je les ai regardés avec réprobation, comme si je pouvais faire honte à mes propres articulations. Allons, allons, pas aujourd'hui, ai-je murmuré en fléchissant les doigts. J'avais des projets. J'avais promis de finir l'ourlet des rideaux de Madame Dubois, rue des Érables. C'était une femme gentille, bien qu'elle parlât un peu trop de ses chats. Mais elle payait bien, et 20 € de plus ne faisaient jamais de mal. Pas quand votre petite retraite couvre à peine les factures. Dans la cuisine, j'ai allumé la vieille radio. De la musique classique s'est échappée des haut-parleurs, la seule chose que j'écoutais le dimanche. J'ai mis la bouilloire en marche et sorti la boîte de thé que Guillaume m'avait rapportée de Londres. Mon plus jeune fils, le plus attentionné des trois. J'ai souri en me rappelant comment il m'avait offert ce thé à Noël, emballé dans un papier brillant. Tu vas aimer, maman. Ce n'est pas la lavasse que tu bois d'habitude. Il avait toujours été comme ça, à remarquer les petites choses. Contrairement à Florence, qui m'offre la même écharpe chaque année, juste dans une couleur différente, ou à Benoît, qui se contente généralement d'appeler pour promettre de passer un de ces jours. Benoît, mon deuxième enfant, le plus difficile. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras, nouveau-né, et avoir pensé qu'il aurait le caractère de son père, les mêmes plis têtus autour de la bouche, le même regard. Marc était un homme compliqué. Il travaillait sur les chantiers navals, rentrait tard, souvent ivre, mais il nous aimait à sa manière. Quand il est mort d'une crise cardiaque, Benoît n'avait que 8 ans. Je me suis souvent demandé si c'était ce qui avait fait de mon fils ce qu'il était. La bouilloire a sifflé, me tirant de mes souvenirs. Je me suis préparé un thé, y ajoutant juste un nuage de lait, assez pour lui donner cette saveur parfaite. J'ai préparé des tartines avec de la confiture d'orange et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Mon petit déjeuner a été interrompu par la sonnerie du téléphone. J'ai soupiré. Il y a quelque chose de mauvais augure dans les appels téléphoniques un dimanche avant 10h du matin. Ils n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Le téléphone a continué de sonner. Je me suis levée, gémissant plus que je ne voulais l'admettre, et j'ai décroché. Allô, maman. C'est moi. La voix de Benoît était étrange, tendue, comme s'il parlait les dents serrées. J'ai immédiatement senti un froid dans mon estomac. Je ne connaissais que trop bien ce ton. Benoît, quelque chose ne va pas? Les enfants vont bien? Oui, ils vont bien, a-t-il répondu trop vite. Écoute, maman. J'ai besoin de te parler. Je me suis assise sur une chaise près du téléphone, me préparant à une longue conversation. Benoît n'appelait jamais pour rien, surtout le dimanche. Je t'écoute. Il y eut un profond soupir à l'autre bout du fil. Maman, j'ai quelques difficultés financières. Rien de grave, juste temporaire. J'ai senti mes lèvres se pincer. Les difficultés financières de Benoît n'étaient jamais mineures ni temporaires. Qu'est-ce que c'est cette fois? Ai-je demandé, en essayant de garder une voix neutre. Mon Dieu, maman, pourquoi tu es toujours comme ça? Sa voix a pris un ton blessé. Ce n'est pas comme si je demandais de l'aide tous les jours. J'ai étouffé un rire. Pas tous les jours, c'est vrai. Seulement tous les mois, ou tous les 2 mois si j'avais de la chance. Je suis désolée, chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. Delphine et moi, on a un prêt. Rien d'énorme, juste pour rénover la maison. Mais la banque a augmenté le taux d'intérêt et maintenant, la mensualité a presque doublé. On ne peut pas se le permettre. Je me suis souvenu du moment où ils avaient contracté ce prêt, il y a 1 an. Benoît s'était vanté de la super affaire qu'il avait conclue. Je l'avais mis en garde contre les taux variables, mais il avait balayé mes craintes d'un geste de la main. Maman, tu ne comprends rien à la finance moderne. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé, sachant déjà que le montant serait exorbitant. 3000 €, a-t-il lâché rapidement, comme s'il espérait que le dire vite rendrait le chiffre plus petit. J'ai failli m'étouffer.
3 000 €. Benoît, où veux-tu que je trouve une telle somme? Tu as des économies. Je sais que tu en as. Tu as toujours mis de l'argent de côté. Sa voix a pris une tonalité d'acier. Son insistance frisait l'accusation, comme si je lui cachais un trésor. Oui, j'ai des économies. Pour mes funérailles et pour les urgences si je tombe malade. Mais c'est une urgence. Il y eut un bruit sourd à l'autre bout du fil, comme s'il avait frappé du poing sur la table. Maman, la banque menace de saisir la maison. Tu veux que tes petits-enfants se retrouvent à la rue? J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Benoît avait toujours su comment me toucher. Léa et Léo ne se retrouveront pas à la rue. Il y a d'autres options. Vous pouvez renégocier votre prêt. Demandez de l'aide aux services sociaux. Je ne vais pas m'humilier devant une assistante sociale, a-t-il claqué. C'est temporaire. Je te rembourserai dans 3 mois, 6 mois tout au plus. Les souvenirs m'ont submergé comme une vague. 100 € pour des réparations de voiture il y a 5 ans, non rendues. 500 € pour l'acompte de la maison, non rendu. 1000 € pour le traitement de Delphine quand elle a été hospitalisée, non rendu. Benoît, tu te souviens de l'argent pour le traitement de Delphine? Tu avais dit la même chose. Je te rembourserai dans 6 mois. 3 ans ont passé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu es vraiment obligé de ressortir ça maintenant. Sa voix était basse, dangereuse. Je croyais qu'une mère était censée aider ses enfants. Absolument. Je t'ai aidé toute ta vie, Benoît. J'ai senti la colère monter en moi. J'ai fait 2 boulots après la mort de ton père pour que vous puissiez tous aller à l'école. Je me suis privée de tout, même de nourriture, pour que vous ne vous sentiez pas inférieur aux autres enfants. Je t'ai soutenu quand tu as abandonné la fac, quand tu es passé d'un travail à l'autre, quand tu as divorcé de ta première femme. Oh, alors maintenant tu me rappelles tout ça, m'a-t-il interrompu. Génial, maman. Vraiment génial. Je ne te rappelle rien. Je dis juste que tu es un homme adulte, Benoît. Tu as 42 ans. Tu as un travail, une femme, 2 enfants. Tu dois apprendre à résoudre tes propres problèmes. Et comment as-tu résolu les tiens? Sa voix est devenue sarcastique. En vivant dans ce taudis, en raclant les fonds de tiroir, en te tuant au travail, tu appelles ça une solution. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Oui, ma maison n'était pas luxueuse. Une petite maison de 3 pièces en périphérie de Valmont-sur-Oise, que je n'avais pu acheter que grâce à un programme municipal. Mais elle était à moi. Propre, confortable, sans dette, et c'était une réussite dont j'étais fière. Oui, Benoît, ai-je dit doucement. C'est ça. Vivre selon ses moyens, ne pas prendre ce qu'on ne peut pas se permettre. Mon Dieu, tu es juste. Il n'a pas fini sa phrase, mais je pouvais imaginer tous les mots peu flatteurs qu'il retenait. Bon, d'accord. Tu ne vas pas aider. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Soudain, je me suis sentie fatiguée. Fatiguée de cette conversation, de devoir être forte, de ces années de tension dans ma relation avec ce fils que j'aimais mais que je ne comprenais pas. Je suis désolée, Benoît. Je ne peux vraiment pas. 3 000 €, c'est tout ce que j'ai. Si je te les donne, il ne me restera plus rien. Et nous, il ne nous restera peut-être plus de maison. Il criait presque maintenant. Mais ça, tu n'as pas l'air de t'en soucier. Benoît, s'il te plaît. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Sa voix était froide. Je pensais que la famille était plus importante pour toi que l'argent. Je vois que je me suis trompée. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Tu sais ce qui n'est pas juste? Que mes enfants t'adorent. Il l'a dit sur un ton qui faisait sonner cela comme quelque chose de honteux. Ils sont toujours si heureux quand tu viens. Léa a demandé hier quand tu allais refaire ces petits sablés à la cannelle. Mon cœur s'est serré. Léa, ma petite fille si intelligente. 12 ans et déjà si sérieuse. Toujours avec un livre à la main. Toujours avec des questions auxquelles je ne savais pas toujours répondre. Et Léo, le garçon silencieux et rêveur qui adore quand je lui raconte des histoires sur Valmont-sur-Oise quand j'étais enfant. Benoît, ne mêle pas les enfants à ça, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. C'est entre nous. Oh, non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Son ton est devenu menaçant. Si tu ne nous aides pas, tu peux faire une croix sur tes petits-enfants. Quoi? Tu m'as bien entendu. Fini les visites du dimanche, fini les promenades ensemble,
Fini les soirées pyjama chez mamie. Si tu te fiches de notre situation, on se fiche de ton envie de voir les enfants. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas utiliser ses propres enfants comme monnaie d'échange. Benoît, tu ne peux pas faire ça. C'est du chantage. Appelle ça comme tu veux. Sa voix était calme, ce qui la rendait encore plus effrayante. Décide-toi. Soit tu aides ta famille, soit tu oublies que tu as des petits-enfants. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. Que mon propre fils, mon enfant que j'avais porté, élevé et aimé quoi qu'il arrive, me menaçait de me retirer mes petits-enfants à cause de l'argent. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir, ai-je dit, la voix tremblante. Réfléchis vite. Le paiement est dû dans une semaine. Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, incapable de bouger. Dehors, la pluie s'intensifiait, tambourinant sur la fenêtre comme si elle exigeait d'entrer. Mon thé avait refroidi. La tartine à la confiture était devenue un morceau de pain froid et sans saveur. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. 3000 €. Toutes mes économies des 15 dernières années. De l'argent que j'avais épargné en me privant de tout, de nouveaux vêtements à un voyage dans les Alpes, dont je rêvais depuis que j'en avais lu des descriptions à l'école. De l'argent pour les coups durs, pour une vieillesse paisible, pour ne pas être un fardeau pour mes enfants quand je ne pourrais plus m'occuper de moi-même. Et Léa et Léo. Mes petits-enfants, mes trésors. Comment pourrais-je renoncer à eux? Leurs rires, leurs histoires d'école, la chance de les voir grandir. Mais si je lui donnais l'argent maintenant, que se passerait-il ensuite? Benoît ne le rembourserait jamais. J'en étais certaine. Et dans 1 mois, 2 ou 6, il reviendrait avec un nouveau problème, une nouvelle somme, et il me menacerait à nouveau, car maintenant il savait que ça marchait. J'ai regardé la photo sur le mur. Moi et mes 3 enfants lors d'un pique-nique au parc. Florence avait 14 ans, Benoît 11 et Guillaume seulement 7. Ils souriaient à l'appareil photo. Je les serrais dans mes bras et nous ressemblions à une famille heureuse. Peut-être étions-nous heureux, à l'époque. Qu'était-il arrivé au garçon sur la photo? Quand s'était-il transformé en un homme capable de faire chanter sa propre mère? Et que dirait Marc s'il voyait ce que son fils était devenu? Je n'avais pas les réponses à ces questions. Je savais seulement que si je cédais maintenant, je franchirais une ligne de non-retour. Ma relation avec Benoît ne serait plus jamais la même. Cependant, après la conversation d'aujourd'hui, elle ne serait plus jamais la même de toute façon. Je me suis approchée de la fenêtre. La pluie s'était transformée en averse et des flots d'eau coulaient sur la vitre, déformant la vue de la rue, tout comme ma relation avec mon fils était maintenant déformée. Le téléphone a sonné de nouveau. J'ai sursauté. Était-ce Benoît? Mais non, c'était Laure, ma voisine et meilleure amie. Marianne, tu n'as pas oublié qu'on va à la vente de charité de la paroisse aujourd'hui? Sa voix était joyeuse et énergique, comme toujours. J'avais complètement oublié. Laure, je ne pense pas que je pourrais venir aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a immédiatement senti quelque chose dans ma voix. Tu es malade? Non, juste. Je ne savais pas comment expliquer. J'ai eu une conversation désagréable avec Benoît. Oh! Il y avait tant de compréhension dans ce simple son. Laure connaissait ma relation compliquée avec mon fils. Il t'a encore demandé de l'argent. Oui, et cette fois, il menace de m'empêcher de voir mes petits-enfants si je ne l'aide pas. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Laure, je suis là. Je n'arrive pas à croire qu'il soit tombé si bas. Sa voix était indignée. Marianne, c'est du chantage. Tu ne peux pas le laisser faire ça. Mais que puis-je faire? Je ne peux pas perdre Léa et Léo. Tu ne les perdras pas. Ils bluffent. Mais étais-je prête à prendre ce risque, à parier que Benoît ne mettrait pas sa menace à exécution? Laure, je ne sais pas. Écoute, m'a-t-elle interrompu fermement. Tu as toujours été une femme forte. Tu as toujours fait ce qu'il fallait, même quand c'était difficile. Ne le laisse pas te manipuler. Si tu cèdes maintenant, ça ne finira jamais. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir et ressentir sont 2 choses différentes. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, sa voix s'est adoucie. Je passerai ce soir, d'accord? Je t'apporterai cette tarte aux pommes que tu aimes tant. Merci, Laure. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur et de la pluie qui tapait sur le toit.
Je suis retournée à la fenêtre, fixant le paysage flou à l'extérieur. Dimanche. J'avais toujours aimé les dimanches, mais ce jour-là avait divisé ma vie en un avant et un après. Avant l'appel de Benoît, et après. Et peu importe ce que je déciderais, plus rien ne serait jamais pareil. Astérisque astérisque astérisque, le mercredi avait toujours été notre jour. Le mien et celui de mes petits-enfants. Depuis que Léa était entrée à l'école, je venais la chercher, elle et Léo, pour l'après-midi. Benoît et Delphine travaillaient tous les deux tard le mercredi. C'était donc l'arrangement parfait pour tout le monde. Les enfants étaient gardés, les parents avaient du temps libre, et moi, j'avais quelques heures précieuses avec mes petits-enfants. La matinée était fraîche mais claire, un matin d'avril typique à Valmont-sur-Oise, où le printemps est dans l'air mais pas encore pleinement installé. J'ai mis mon plus beau manteau, un bleu marine avec des boutons nacrés que je gardais habituellement pour l'église et les occasions spéciales. Je me suis coiffée, et j'ai même mis un peu de rouge à lèvres. Stupide, je sais. Les enfants remarqueraient à peine la différence, mais cela me donnait plus d'assurance. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma conversation avec Benoît. 3 jours de réflexion, de nuits blanches et de disputes mentales avec mon fils. Je ne l'avais pas rappelé. Il ne m'avait pas appelé non plus. Le silence entre nous était tendu. Sur le chemin de leur maison, je me suis arrêtée dans une petite boutique appelée « Aux douceurs d'antan », au coin de la rue du Chêne. Léa adorait les caramels aux noix qu'ils vendaient, et Léo ne résistait pas aux pièces en chocolat fourrées à la menthe. J'en ai acheté plus que nécessaire, pour aujourd'hui et pour plus tard. La maison de Benoît et Delphine se trouvait dans une banlieue calme de Valmont, un bâtiment de 2 étages en briques rouges avec une petite cour avant et une balançoire que Benoît avait installée l'été dernier. De loin, tout semblait normal. Les rideaux étaient ouverts et la voiture de Delphine était dans l'allée. Cela signifiait qu'elle était à la maison. Étrange, elle était généralement au travail à 7 heures. J'ai monté les 3 marches et sonné. J'ai entendu des pas à l'intérieur. Puis la porte s'est ouverte. Delphine se tenait là, mince, avec des cheveux châtains parfaitement coiffés et un maquillage impeccable. Même à la maison, elle avait l'air de se préparer pour une réunion importante. « Marianne », a-t-elle dit, et il y avait tant de froideur dans ce seul mot que j'ai frissonné involontairement. « Bonjour, Delphine », ai-je essayé de sourire. « Je suis là pour les enfants, comme d'habitude. » Elle ne s'est pas écartée pour me laisser entrer. Elle est restée sur le seuil, les bras croisés sur la poitrine. Je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas immédiatement ces mots. Comment ça? Nous sommes mercredi. Je viens toujours chercher les enfants le mercredi. Delphine a pincé les lèvres. Elle avait cette habitude quand elle était mécontente. J'avais vu ce geste d'innombrables fois. Nos plans ont changé. Benoît et moi avons décidé qu'il serait préférable que les enfants passent plus de temps à la maison, en famille. J'ai lutté pour contenir mon indignation. Qui était-elle pour me dire que je n'étais pas de la famille? Mais je suis de la famille, Delphine. Je suis leur grand-mère. Écoutez, Marianne. Elle a baissé la voix, bien qu'il n'y eût personne d'autre autour. Nous sommes au courant de votre conversation avec Benoît, de votre refus de nous aider après tout ce que nous avons fait pour vous. J'ai senti mes joues brûler. Voilà, c'était donc ça. Une attaque directe. Pas de détour. Qu'avez-vous fait pour moi? Ai-je demandé, en essayant de paraître calme. Nous vous avons laissé voir les enfants quand vous le vouliez. Nous vous avons invité à toutes les fêtes. Nous vous avons même emmené à l'hôpital l'année dernière quand vous avez eu cette crise. Oh oui, cette crise. Une simple migraine qui avait duré 2 heures. Et Benoît m'avait rappelé ce trajet pendant des mois, comme s'il m'avait donné un rein au lieu de consacrer 30 minutes de son temps. Delphine, cela n'a rien à voir avec les enfants. Quoi qu'il se passe entre Benoît et moi, les enfants ne devraient pas avoir à en souffrir. Elle a haussé un sourcil parfaitement épilé. Si vous vous souciez tant du bien-être des enfants, vous devriez peut-être penser à nous aider à garder un toit au-dessus de leur tête. Je bouillais intérieurement. J'ai serré le sachet de bonbons dans ma poche, imaginant que c'était le coup de Delphine. Je ne peux pas donner toutes mes économies, Delphine. C'est tout ce que j'ai. Et nous n'aurons peut-être plus de maison, a-t-elle paré, répétant les mots de Benoît au téléphone. Ils avaient manifestement discuté de leur stratégie. Pensez à ce que ce sera pour les enfants de déménager, de changer d'école, de perdre leurs amis. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de rassembler mes esprits. Delphine, il y a d'autres solutions.
Vous pouvez parler à la banque pour une restructuration. Nous avons essayé. A-t-elle claqué? La banque a refusé. Soit nous payons, soit nous perdons la maison. C'est simple. Je peux vous donner une partie de l'argent, ai-je proposé, même si une voix en moi hurlait de ne pas le faire. Peut-être 1 000 €. Delphine a secoué la tête. Ce n'est pas assez. Il nous faut la somme entière. 3 000 €. Je ne peux pas. Delphine, s'il te plaît, comprends. Mamie. Une voix d'enfant a appelé de derrière Delphine. Mon cœur a bondi. Léo. Je me suis mise sur la pointe des pieds pour l'apercevoir par-dessus l'épaule de Delphine. Mon petit-fils, mon petit rêveur, se tenait dans le couloir avec son sac à dos, prêt pour notre sortie habituelle. Salut, mon chéri. Je lui ai fait un signe de la main, en essayant de sourire. On va au parc comme tu avais promis, a-t-il demandé. Et il y avait tant d'espoir dans sa voix que mon cœur s'est serré. Delphine s'est tournée vers lui. Léo, monte dans ta chambre. Mamie ne peut pas venir te chercher aujourd'hui. Pourquoi? Son visage s'est immédiatement décomposé. Parce que nous avons des projets. Ton père et moi avons décidé que tu devais rester à la maison aujourd'hui. Mais je veux aller avec mamie, a-t-il protesté, sa lèvre inférieure commençant à trembler. Elle a promis de me montrer les canards à l'étang. J'ai tendu la main comme si je pouvais l'atteindre à travers la barrière que Delphine formait. Une autre fois, mon chéri. Je te montrerai les canards. Je te le promets. Léo, en haut, tout de suite. La voix de Delphine ne laissait aucune place à la discussion. Le garçon m'a jeté un dernier long regard et a monté les escaliers d'un pas lourd. Ses petites épaules étaient affaissées par la déception. Dès qu'il a été hors de vue, je me suis tournée vers Delphine. C'est cruel, Delphine. Vous utilisez les enfants comme des armes. Non, Marianne, c'est vous qui êtes cruelle. Ses yeux se sont rétrécis. Vous pourriez aider, mais vous avez choisi votre argent plutôt que le bien-être de vos propres petits-enfants. Ce n'est pas vrai et vous le savez. Tout ce que je sais, c'est que mes enfants sont sur le point de perdre leur maison et que leur grand-mère refuse de les aider. Elle a commencé à fermer la porte. Réfléchissez Marianne. Réfléchissez vraiment à ce qui est le plus important pour vous. La porte s'est refermée juste devant moi. Je suis restée sur le porche, serrant le sachet de bonbons dans ma main, qui me semblait maintenant inutile. À l'intérieur de la maison, j'entendais des voix étouffées. Delphine grondait probablement Léo pour sa protestation. Lentement, comme si chaque pas demandait un effort énorme, je suis descendue du porche et j'ai longé le chemin jusqu'au portail. J'ai jeté le sachet de bonbons dans la poubelle la plus proche. À quoi bon, maintenant? Je suis rentrée à pied. Même si je prenais habituellement un taxi avec les enfants, j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour rassembler mes esprits. Valmont était animé, les gens se pressant pour leurs affaires du milieu de journée. Personne ne prêtait attention à une femme âgée marchant la tête basse, perdue dans ses pensées. Benoît et Delphine l'avaient vraiment fait. Ils avaient utilisé les enfants comme monnaie d'échange, comme moyen de pression. J'avais toujours su que Delphine était une femme calculatrice. Mais voir mon propre fils impliqué là-dedans, ça me brisait le cœur. À un moment, je me suis surprise à penser à simplement céder, à leur donner l'argent, les 3 000 €. Peut-être qu'ils le rembourseraient vraiment dans 6 mois. Peut-être que cela résoudrait tous nos problèmes. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Benoît ne remboursait jamais ses dettes. Il n'apprenait jamais de ses erreurs. Si je leur donnais l'argent maintenant, cela ne ferait que renforcer sa conviction qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait en utilisant les enfants. Quand je suis rentrée, il était presque 15 heures. C'était l'heure où Léa, Léo et moi rentrions habituellement du parc et prenions le thé avec les biscuits que je préparais spécialement pour eux. Aujourd'hui, ma maison m'a accueilli dans le silence. Pas de voix d'enfant, pas de rire, pas de questions de Léa sur le fonctionnement du monde, et pas d'histoire rêveuse de Léo sur les dragons et les chevaliers. J'ai enlevé mon manteau, l'ai accroché à un crochet dans le couloir et suis allée dans la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche machinalement, comme je l'avais fait des milliers de fois, mais pour la première fois depuis longtemps, faire du thé semblait un rituel vide de sens. Je suis restée à la fenêtre, regardant mon petit jardin où, l'été dernier, Léo m'avait aidé à planter des tomates et Léa avait lu un livre à l'ombre d'un vieux pommier. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. Je me suis approchée, espérant que peut-être Benoît avait changé d'avis. Mais non, c'était Laure. Comment ça s'est passé?
a-t-elle demandé sans préambule. Laure connaissait mes mercredis avec mes petits-enfants. Ils ne m'ont pas laissé prendre les enfants, ai-je répondu, ma voix sonnant étrange même à mes propres oreilles. Delphine a dit que leur plan avait changé. Oh, Marianne, a-t-elle dit avec une telle sympathie que j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Elle s'est retenue de dire ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Je ne sais pas, Laure. Je ne sais vraiment pas. Tu devrais peut-être parler à Florence. Elle a toujours été censée. Peut-être qu'elle arrivera à raisonner Benoît. Florence, ma fille aînée, 45 ans, travaillant à la poste, divorcée, vivant seule dans un petit appartement de l'autre côté de Valmont. Nous n'étions pas exactement proches. Florence avait toujours gardé ses distances, même enfant. Mais Laure avait raison. Si quelqu'un pouvait influencer Benoît, c'était Florence. Il l'écoutait toujours plus que moi. Peut-être que tu as raison, ai-je convenu. Je l'appellerai ce soir. Accroche-toi, ma chérie, a dit Laure. Ils ne peuvent pas t'éloigner de tes petits-enfants pour toujours. Ce n'est pas juste, et ils le savent. Après avoir parlé à Laure, j'ai essayé de suivre ma routine habituelle. Faire la lessive, préparer le dîner, arroser les fleurs sur le rebord de la fenêtre, mais tout semblait vain. Je me surprenais à rester au milieu de la pièce, oubliant ce que je faisais, perdu dans mes pensées sur Léa et Léo. Le soir, j'ai finalement rassemblé mon courage et appelé Florence. Elle a décroché après la 5e sonnerie, juste au moment où j'allais abandonner. Allô? Sa voix semblait fatiguée. Florence, c'est maman. Maman. Elle avait l'air surprise. Je ne l'appelais pas souvent la première. Quelque chose ne va pas. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, Florence. J'ai des problèmes avec Benoît et Delphine. Oh. Il y avait tant de compréhension dans ce simple son. Qu'est-ce que c'est, cette fois? Je lui ai tout raconté. L'appel de Benoît pour de l'argent, ses menaces, comment Delphine ne m'avait pas laissé voir mes petits-enfants. Florence a écouté en silence, sans m'interrompre. Ce n'est pas juste, maman, a-t-elle dit quand j'ai fini. Ce qu'ils font, ce n'est tout simplement pas juste. Je sais, ai-je dit, sentant les larmes que j'avais retenues toute la journée finalement percées. Mais que puis-je faire? Je ne peux pas perdre Léa et Léo. Ils sont tout ce que j'ai. Il y eut un silence au bout du fil. Je pouvais entendre Florence respirer, la télévision en arrière-plan. Finalement, elle a parlé. Je vais lui parler demain. On devrait se voir au Dragon Vert après le travail. Benoît doit comprendre qu'il dépasse les bornes. Tu penses qu'il t'écoutera? Je ne sais pas, a-t-elle répondu honnêtement. Mais je dois essayer. Ce n'est pas juste, maman. Même pour Benoît, c'est trop. Nous avons parlé un peu plus du travail de Florence, de ses projets de vacances, de ses réflexions sur l'achat d'une nouvelle voiture, les sujets habituels qui m'auraient semblé intéressants à d'autres moments. Mais maintenant, je n'écoutais qu'à moitié. Mes pensées étaient avec Léa et Léo. Après avoir parlé à Florence, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je me suis retournée dans mon lit, imaginant les enfants se coucher sans mon histoire habituelle. Léo demandant pourquoi mamie n'était pas venue, et les réponses de Benoît et Delphine. Que disaient-ils à leurs enfants sur moi? Que j'étais une vieille avare qui aimait l'argent plus qu'eux? Ou mentiraient-ils simplement en disant que j'étais malade ou partie? La semaine suivante s'est écoulée avec une lenteur angoissante. J'ai appelé Benoît 2 fois, mais il n'a pas répondu. Florence a rapporté que la conversation au bistrot avait été infructueuse. Benoît campait sur ses positions. Il lui avait dit que j'avais toujours été comme ça, ne pensant qu'à moi-même. Ces mots m'ont blessé même lorsqu'elle les a répétés. Mercredi est revenu, et je ne pouvais pas rester à la maison. Malgré les avertissements de Florence de ne pas y aller, je me suis dirigée vers la maison de Benoît et Delphine à peu près à la même heure que la semaine précédente. Cette fois, je ne me suis pas arrêtée pour des bonbons. À quoi bon? La maison avait exactement la même apparence que la dernière fois. Les mêmes rideaux étaient tirés et la voiture de Delphine était dans l'allée. J'ai monté les marches et sonné, sentant mon cœur battre la chamade. Cette fois, c'est Benoît qui a ouvert la porte. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Sa chemise était froissée, comme s'il avait dormi avec. « Maman », a-t-il dit sans grand enthousiasme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« C'est mercredi, Benoît », ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme.
Je suis venu voir mes petits-enfants. Il a secoué la tête. On en a déjà discuté. Tant que tu ne nous aides pas avec le prêt, pas de visite. Benoît, s'il te plaît. J'ai essayé de faire appel à sa conscience, s'il en avait encore une. Les enfants n'y sont pour rien. Ils ne devraient pas souffrir de nos différends. C'est toi qui les fais souffrir, a-t-il dit, sa voix se durcissant. Tu aurais pu résoudre ça en 1 minute. Mais tu as choisi l'argent. Je n'ai pas choisi l'argent, Benoît. Je ne peux simplement pas donner toutes mes économies. C'est tout ce que j'ai pour ma vieillesse. Tu nous as, a-t-il rétorqué. Ou tu devrais nous avoir. Mais tu as montré que tu ne nous considères pas comme ta famille. Benoît a commencé à fermer la porte, mais j'ai mis mon pied pour l'en empêcher. Au moins, laisse-moi leur parler. 5 minutes, Benoît. Juste 5 minutes. Il a secoué la tête. Ils ne sont pas là. Ils sont chez un ami. Je savais qu'il mentait. C'était un jour d'école et les enfants devaient être rentrés à 15 heures. Benoît, s'il te plaît. Va-t'en, maman. Sa voix était froide. Et ne reviens pas tant que tu ne seras pas prête à nous aider. Sur ce, il a claqué la porte, manquant de me pincer les doigts. Je suis restée sur le porche, me sentant complètement dévastée. C'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Benoît n'avait pas seulement refusé de me laisser voir les enfants. Il avait refusé de reconnaître mon droit de les voir. Je suis descendue lentement les marches, mes jambes faibles. Mon âge se faisait sentir dans les moments de stress. Mes genoux me faisaient mal et mon dos était endolori. J'ai atteint le portail et me suis retournée pour un dernier regard sur la maison. C'est alors que j'ai vu un visage à la fenêtre du premier étage. Léa. Ma petite fille me regardait de derrière le rideau. Son visage était sérieux, presque solennel. Elle a levé la main pour me saluer et j'ai fait de même, sentant les larmes me monter aux yeux. Puis le rideau est tombé et elle a disparu. Je suis rentrée à la maison comme dans un brouillard. Je ne me souviens pas comment je suis arrivée, comment j'ai ouvert la porte, comment j'ai enlevé mon manteau. Je me suis retrouvée assise dans le fauteuil du salon, fixant le vide. Un sentiment d'impuissance m'a submergée. Que pouvais-je faire? Benoît et Delphine étaient les parents. Ils avaient tout à fait le droit de décider qui leurs enfants fréquentaient. Et moi? Qui étais-je? Juste une vieille femme qui avait autrefois été nécessaire et qui était maintenant un fardeau. Le téléphone a sonné, me tirant de mes sombres pensées. Je me suis levée péniblement et me suis dirigée vers le téléphone, me demandant qui cela pouvait être. Florence? Laure? Allô? Mamie? La voix douce de Léa a fait bondir mon cœur. Léa, ma chérie, c'est toi? Oui, a-t-elle chuchoté. J'appelle de l'école. C'est la récré. Oh, ma chérie, comment vas-tu? Comment va Léo? Les questions sortaient de ma bouche comme des petits pois d'un sac percé. Tu nous manques, a-t-elle dit, et j'ai entendu sa voix trembler. Maman et papa disent que tu ne veux plus nous voir, mais je savais que ce n'était pas vrai. Je t'ai vu devant la maison hier. Bien sûr que ce n'est pas vrai. J'ai essayé de paraître calme, même si je bouillais de colère contre Benoît et Delphine pour leurs mensonges. Je veux vraiment vous voir. C'est juste que ton père et moi, on a quelques problèmes. C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas? A-t-elle demandé avec une maturité qui dépassait son âge. Je les ai entendus parler. Papa a dit que tu ne voulais pas aider alors que tu as de l'argent. Et maman a dit que tu avais toujours été radine. J'ai fermé les yeux, sentant chaque mot me frapper comme un marteau. Il disait ça de moi devant les enfants. C'est compliqué, Léa, ai-je répondu, en essayant de trouver des mots qu'une fille de 12 ans pourrait comprendre. Ton père a besoin d'argent pour un prêt, mais ce sont toutes mes économies. Si je les lui donne, il ne me restera plus rien. Je comprends, a-t-elle dit. Et il y avait tant de sagesse dans sa voix que mon cœur s'est serré. Papa emprunte toujours de l'argent à tout le monde. Il en doit aussi à oncle Thomas et tante Sylvie. Je ne savais pas que Benoît empruntait aussi de l'argent à ses amis. La situation était pire que je ne le pensais. Léa, ma chérie, on ne peut pas parler longtemps. Si tes parents l'apprennent. Je sais, m'a-t-elle interrompu. Ils nous ont dit de ne pas te parler. Ils ont dit que tu es une mauvaise influence sur nous. Moi, une mauvaise influence. Moi, qui n'avais jamais même levé la voix sur mes petits-enfants, qui avais toujours essayé de leur apprendre à respecter leurs parents, même quand je pensais que Benoît et Delphine avaient tort. C'était si injuste que je ne pouvais plus respirer.
Ce n'est pas vrai, Léa. Tu sais que ce n'est pas vrai. Bien sûr que je le sais, a-t-elle dit avec une telle indignation que je n'ai pu m'empêcher de sourire. Tu es la meilleure grand-mère du monde. Et Léo le pense aussi. Il a pleuré hier parce que tu n'es pas venu. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Pauvre Léo. Un garçon si sensible. Dis-lui que je l'aime, et que je t'aime aussi, très, très fort. Je sais, a-t-elle dit. Oh, ma récré est presque finie. Je dois y aller. J'essaierai de rappeler si je peux. Fais attention, ma chérie. Ne t'attire pas d'ennui à cause de moi. Je n'en aurai pas, a-t-elle promis. Au revoir, mamie. Je t'aime. Je t'aime aussi, Léa. Le téléphone est devenu silencieux, et j'ai lentement reposé le combiné. Parler à ma petite fille m'a rempli d'une nouvelle détermination. Je ne pouvais pas laisser Benoît et Delphine ruiner ma relation avec mes petits-enfants, surtout avec des mensonges. Il fallait faire quelque chose, et vite. J'ai de nouveau composé le numéro de Florence. Elle a répondu presque. Immédiatement, comme si elle attendait mon appel. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Florence, nous devons parler, ai-je dit, ma voix sonnant plus assurée que je ne me sentais. Benoît dépasse les bornes. Il ne se contente pas de m'éloigner de mes petits-enfants. Il leur ment à mon sujet. De quoi parles-tu? Je lui ai raconté l'appel secret de Léa, comment Benoît et Delphine disaient aux enfants que je ne voulais pas les voir et que j'étais une mauvaise influence pour eux. C'est horrible. La voix de Florence affaiblit. Je savais que Benoît pouvait être égoïste, mais utiliser les enfants comme ça. J'ai besoin de ton aide, Florence, ai-je dit. Je ne sais pas quoi faire. Astérisque 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 Florence avait toujours été l'organisatrice de notre famille. Même quand nous étions enfants, quand Benoît et Guillaume se disputaient pour savoir à quoi jouer ou quel film regarder, c'était elle qui trouvait un compromis qui convenait à tout le monde. Je n'ai donc pas été surprise lorsqu'elle a suggéré que nous réunissions toute la famille pour discuter de la situation. Nous devons nous rencontrer et parler comme des adultes, a-t-elle dit au téléphone. J'ai demandé à Guillaume de venir de Lille. Il sera là vendredi soir. Guillaume, mon plus jeune fils, celui qui avait toujours semblé le plus équilibré de mes enfants. À 38 ans, il vivait à Lille, travaillait comme plombier pour une grande entreprise, était divorcé, mais contrairement à Florence, fréquentait déjà une nouvelle femme. Nous ne nous étions pas vus depuis Noël, bien que nous parlions régulièrement au téléphone. Tu penses que Benoît et Delphine accepteront? Ai-je demandé, dubitative. Ils ont déjà accepté, a répondu Florence avec une pointe de fierté dans la voix. Je leur ai dit que ce serait une chance pour eux d'expliquer leur position à toute la famille. Benoît ne manque jamais une occasion d'être le centre de l'attention. C'était vrai. Mon deuxième fils avait toujours aimé être au centre de l'attention, même si l'attention n'était pas toujours agréable. Où nous retrouvons-nous? Au Café du Chêne, a dit Florence. À 19 heures. Ils ont une salle privée pour les petits groupes, et je l'ai déjà réservée. C'était une bonne décision. Un terrain neutre, un lieu public. Personne ne pourrait faire trop de scènes. Merci, Florence, ai-je dit, la voix tremblante. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne me remercie pas, maman, sa voix s'est adoucie. Ce que Benoît et Delphine font est mal. On ne peut pas utiliser des enfants comme monnaie d'échange. Après avoir parlé à Florence, je me suis sentie un peu soulagée. Au moins, quelque chose se passait. Il y avait un plan d'action. Mais en même temps, j'avais peur de cette réunion. J'avais peur qu'elle n'exacerbe le conflit, qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible après. J'ai passé toute la journée de vendredi dans une attente nerveuse. J'ai passé en revue toute ma garde-robe, essayant de décider quoi porter. Je voulais avoir l'air digne mais pas arrogante, vulnérable mais pas faible. Finalement, j'ai opté pour un tailleur bleu marine que je portais pour les réunions du comité de l'église. Strict, mais pas trop formel. Laure, ma fidèle amie, est passée avant la réunion pour me soutenir. Tu peux le faire, a-t-elle dit, en ajustant le col de mon tailleur. Souviens-toi juste que la vérité est de ton côté. La vérité ne gagne pas toujours, Laure, ai-je soupiré. Non, a-t-elle convenu. Mais elle donne de la force à ceux qui la défendent. Je suis arrivée au café en taxi un quart d'heure avant l'heure convenue. Le Café du Chêne était un endroit confortable avec des tables en bois, un éclairage doux et une odeur de pâtisserie fraîche. Florence était déjà là, parlant à la serveuse à l'entrée d'une salle séparée. Maman, m'a-t-elle serrée dans ses bras.
Tu as l'air bien. Je ne suis pas sûre de me sentir aussi bien que j'en ai l'air, ai-je admis. Tout ira bien, a-t-elle dit avec une confiance que je ne partageais pas. Guillaume est là aussi. Il commande les boissons. Nous sommes entrés dans une petite pièce séparée du café principal par une porte coulissante. Au centre se trouvait une grande table ronde recouverte d'une nappe blanche. Guillaume parlait au serveur au bar dans le coin. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire. Il avait toujours ressemblé à son père. Les mêmes fossettes sur les joues, les mêmes yeux bleus, le même regard franc. Maman, il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti l'odeur familière de l'eau de Cologne que je lui avais offerte à Noël. Je suis si content de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir, mon chéri, ai-je dit en reculant pour le regarder. Tu as maigri. Nouveau travail, a-t-il expliqué avec un sourire. Beaucoup de travail physique, mais j'aime ça. Nous nous sommes assis à table et Guillaume m'a parlé de son nouveau poste dans l'entreprise, de sa petite amie Claire et de ses projets d'acheter une maison. C'était le genre de conversation qui m'aurait rendue heureuse à tout autre moment. Mais maintenant, je n'écoutais qu'à moitié, jetant constamment des regards vers la porte. À 5 minutes de 8 heures, elle s'est finalement ouverte. Benoît et Delphine sont entrés ensemble, se tenant la main. Une rare démonstration d'unité de leur part. Ils se disputaient généralement plus qu'ils n'étaient d'accord. Mais maintenant, ils présentaient un front uni. « Désolé pour le retard », a dit Benoît, bien qu'il n'y eût aucune excuse dans sa voix. Les embouteillages. Delphine n'a rien dit, se contentant de saluer tout le monde d'un sourire forcé. Elle portait une robe noire qui semblait trop formelle pour une réunion de famille, comme si elle était venue pour une réunion d'affaires plutôt que pour parler avec ses proches. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit Florence en désignant les sièges vides. « Nous avons commandé du thé et du café, mais vous pouvez prendre quelque chose de plus fort si vous voulez. Un whisky ne serait pas de refus, a dit Benoît en enlevant sa veste. Je prendrai une tisane, a ajouté Delphine, menthe-mélisse, si vous avez. Quand les boissons ont été commandées et les premières salutations maladroites échangées, Florence s'est éclairci la gorge et a endossé le rôle de modératrice. Bon, nous savons tous pourquoi nous sommes ici, a-t-elle commencé. Nous avons une situation familiale qui doit être résolue. Quelle situation, a demandé Benoît, la voix pleine de défi. Le fait que notre mère refuse d'aider son fils dans le besoin. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Florence m'a arrêté d'un geste. Ne commençons pas par les accusations, Benoît. Nous sommes ici pour nous écouter et trouver une solution qui convienne à tout le monde. La seule solution qui nous convient, c'est que maman nous donne l'argent pour rembourser le prêt, a interjeté Delphine. Ou nous perdrons la maison. Guillaume, qui était resté silencieux jusque-là, s'est penché en avant. Peut-être devriez-vous d'abord expliquer comment vous en êtes arrivé là. Si je me souviens bien, vous aviez contracté ce prêt à des conditions très avantageuses. Benoît lui a jeté un regard irrité. La banque a changé le taux d'intérêt. Ce n'est pas de notre faute. Mais n'était-il pas stipulé dans le contrat que le taux était variable, a demandé Guillaume. Vous auriez dû prévoir cette possibilité. Nous ne sommes pas des experts financiers, a claqué Benoît. Le conseiller de la banque a dit que c'était la meilleure option. Et vous n'avez pas lu les petits caractères. Guillaume a secoué la tête. Benoît, tu as 42 ans. Tu devrais être plus prudent avec ces choses. Oh, alors maintenant tu es un expert en prêt. Benoît a haussé la voix. Monsieur, je vis dans un appartement loué et n'ai jamais pris la responsabilité d'une famille. Benoît, est intervenue Florence avant que la situation ne dégénère. Revenons-en au sujet. Vous avez besoin de 3 000 € pour rembourser le prêt. Oui, a acquiescé Benoît. 3 000 € maintenant, et nous pourrons restructurer le prêt à des conditions plus favorables. Pourquoi ne pouvez-vous pas économiser cette somme vous-même, a demandé Florence. Vous avez tous les deux un travail. Delphine a reniflé. Tu plaisantes? Avec 2 enfants, un crédit immobilier et les factures, on joint à peine les deux bouts. Mais vous avez une nouvelle voiture, a fait remarquer Guillaume. Et Benoît a dit à Noël que vous prévoyez des vacances en Espagne. C'est différent, a claqué Benoît. Delphine a besoin de la voiture pour le travail, et les vacances, nous les méritons. J'ai observé l'échange, sentant la colère monter en moi. Il parlait de mon argent, de mes économies, comme si c'était quelque chose qui allait de soi, comme si j'étais obligé de le leur donner.
Et le fait de ne pas laisser maman voir ses petits-enfants, a demandé Guillaume, sa voix se durcissant. Ça, c'est du chantage, Benoît. Nous protégeons simplement nos enfants d'une influence négative, a dit Delphine en pinçant les lèvres. Marianne les a toujours gâtés, sapant notre autorité parentale. N'importe quoi, ai-je lâché. Je n'ai jamais rien dit contre vous devant eux, même quand je n'étais pas d'accord avec vos méthodes d'éducation. Vous les gâtez avec vos cadeaux, votre relation spéciale, a poursuivi Delphine. Léa nous compare constamment à vous. Mais mamie dirait, mamie laisserait faire, c'est naturel, a interjeté Florence. Les grands-parents sont souvent plus indulgents que les parents. Ce n'est pas une raison pour priver les enfants de contact avec eux. Ce n'est pas que ça, a dit Benoît en prenant une grande gorgée de whisky. C'est le principe. Si tu fais partie d'une famille, tu aides cette famille. Surtout quand tu le peux. 3 000 €, ce n'est pas juste aider, Benoît, ai-je objecté. Ce sont toutes mes économies. Que tu ne dépenses de toute façon pas, a-t-il contré. Tu vis comme une ermite, à racler les fonds de tiroir. Pourquoi faire? Pour t'asseoir dessus comme un dragon sur son trésor. C'était injuste et il le savait. Je n'économisais pas parce que j'étais avare, mais parce que j'avais passé ma vie à avoir peur de me retrouver sans moyen de subsistance. Après la mort de Marc, je m'étais retrouvée seule avec 3 enfants et une maigre pension. J'avais appris à économiser parce que c'était le seul moyen de survivre. J'économise pour les frais médicaux, Benoît, ai-je dit doucement. Au cas où je tomberais gravement malade et ne pourrais plus m'occuper de moi-même. Pour ne pas être un fardeau pour vous. Tu ne seras pas un fardeau, maman, a dit Guillaume avec une surprise sincère. Nous nous occuperons toujours de toi. Benoît a laissé échapper un petit rire. Parle pour toi, Guillaume. J'ai ma propre famille à charge. Un lourd silence est tombé. Les mots de Benoît flottaient dans l'air comme une fumée toxique. Florence et Guillaume le regardaient avec choc et déception. Même Delphine avait l'air un peu confuse. Tu vois, ai-je dit en essayant d'empêcher ma voix de trembler. C'est pour ça que je ne peux pas te donner toutes mes économies, Benoît. Parce que si j'ai des problèmes, je ne pourrai pas compter sur ton aide. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté, mais sans grande conviction. Non, c'est juste, a interjeté Florence. Tu viens de le dire toi-même. Benoît s'est adossé à sa chaise, le visage rouge de colère ou de honte. Je ne pouvais pas dire avec certitude. Le fait est, a poursuivi Delphine en prenant les choses en main, que nous avons besoin de cet argent, et si Marianne ne nous aide pas, nous devrons prendre des mesures. Quel genre de mesures? A demandé Guillaume prudemment. Nous avons déjà pris des mesures, a répondu Benoît en me regardant droit dans les yeux. Pas de contact avec mamie jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison. Vous ne pouvez pas faire ça aux enfants, s'est exclamée Florence. Vous les punissez pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Nous sommes leurs parents, a claqué Delphine. Nous décidons avec qui ils parlent. D'ailleurs, a ajouté Benoît avec un sourire désagréable, qui dit que les enfants souffrent. Peut-être qu'ils s'en fichent. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Benoît savait que ce n'était pas vrai. Il savait à quel point Léa et Léo m'aimaient, à quel point ils attendaient de me voir. Il l'a dit exprès, pour me blesser. C'est un mensonge, Benoît, ai-je dit doucement. Léa m'a appelé de l'école. Elle a dit que vous leur aviez menti, que je ne voulais pas les voir. Delphine s'est tournée brusquement vers Benoît. Léa l'a appelé? Tu étais au courant? Benoît a semblé surpris. Non, Il a hésité, puis m'a regardé d'un air accusateur. Tu lui as dit de se retourner contre nous. Non, j'ai secoué la tête. Elle a appelé d'elle-même. Parce qu'elle connaît la vérité. Quelle vérité? A sifflé Delphine. Que vous utilisez des enfants comme des armes dans un conflit financier, a répondu Guillaume avant que je puisse ouvrir la bouche. Que vous leur mentez sur leur propre grand-mère. Nous les protégeons, s'est exclamée Delphine. De quoi? A demandé Florence. De l'amour? De l'attention? De la personne qui a toujours été là pour eux? D'un mauvais exemple, a répondu Benoît. D'une personne qui fait passer l'argent avant la famille. J'ai senti la colère monter en moi. Des années de ressentiments refoulés, de déception et de douleur ont soudainement éclaté. Comment oses-tu, Benoît? Ma voix était basse, mais elle résonnait d'acier.
Comment oses-tu dire que je fais passer l'argent avant la famille? J'ai cumulé 2 emplois après la mort de ton père pour que vous puissiez aller à la fac. Je me suis privé de tout pour que vous ayez ce que vos amis avaient. Je t'ai soutenu quand tu as abandonné tes études. Quand tu as perdu ton premier emploi, ton deuxième, ton troisième. J'étais là quand ton premier mariage s'est effondré. Je me suis occupée de Léa quand elle était bébé pour que toi et Delphine puissiez vous reposer. Benoît a détourné le regard, évitant le mien. Et ce n'est pas la première fois que tu me demandes de l'argent, Benoît. Tu as emprunté et non remboursé tellement de fois que j'ai perdu le compte. Et à chaque fois, tu avais une urgence, à chaque fois, tu promettais de me rembourser très bientôt. Mais tu ne l'as jamais fait. Jamais. Ce n'est pas vrai, a-t-il marmonné, mais sans grande conviction. C'est la vérité absolue, et tu le sais. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Je t'aime, Benoît. Tu es mon fils. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas te donner le dernier sou que j'ai en sachant que tu ne me rembourseras jamais. Ce n'est pas de l'avarice. C'est de la survie. La pièce est devenue silencieuse. Florence et Guillaume me regardaient avec sympathie et compréhension. Delphine a pincé les lèvres en une ligne fine. Et Benoît? Benoît ressemblait à un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Écoute, maman, a-t-il finalement dit, sa voix s'adoucissant. Je comprends tes inquiétudes. Vraiment. Mais cette fois, c'est différent. On te remboursera. J'ai un plan. Quel plan? A demandé Guillaume, sceptique. J'ai trouvé un travail supplémentaire, a répondu Benoît. Je vais travailler au garage de Ray le week-end. En plus, Delphine va avoir une augmentation le mois prochain. On peut économiser 500 € par mois. Dans 6 mois, on te remboursera tout, jusqu'au dernier centime. Je l'ai regardé longuement. Combien de fois avais-je entendu des promesses comme celle-là? Combien de fois s'était-elle avérée vide? Et tu es prêt à me faire cette promesse devant Florence et Guillaume? Ai-je demandé. Es-tu prêt à signer une reconnaissance de dette? Benoît a hésité, et j'ai vu Delphine lui donner un coup de coude. Bien sûr, a-t-il dit finalement. Je signerai n'importe quoi. Et si nous te donnons l'argent, me laisseras-tu voir mes petits-enfants? Sans condition. C'était au tour de Delphine d'intervenir. Nous pouvons revenir à l'ancien programme, a-t-elle dit prudemment. Le mercredi et parfois le week-end. Non, j'ai secoué la tête. Pas pouvons, reviendrons. Et pas seulement revenir à l'ancien programme. Je veux la garantie que vous n'utiliserez plus jamais les enfants comme monnaie d'échange. Jamais. Benoît et Delphine ont échangé des regards. Je pouvais les voir peser leurs options. L'argent contre le contrôle, l'aide financière contre le pouvoir sur les enfants. D'accord, a finalement dit Benoît. Nous le promettons. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, m'a fait douter. J'avais vu ce regard de nombreuses fois auparavant. Quand il promettait de mieux travailler à l'école. Quand il jurait de rester à l'écart des mauvaises fréquentations. Quand il m'assurait qu'il rembourserait l'argent qu'il me devait. Et soudain, j'ai su que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas lui faire confiance à nouveau. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être à nouveau déçu. Non, ai-je dit, et ma voix sonnait plus assurée que je ne m'y attendais. Je ne peux pas te donner cet argent, Benoît. Quoi? Son visage s'est crispé de choc et de colère. Après tout ce que nous avons discuté. C'est exactement pour ça, ai-je répondu. Après tout ce que nous avons discuté, je suis encore plus convaincu que ce n'est pas la solution. Cela ne fera que retarder le problème. Dans 6 mois ou 1 an, tu reviendras me voir avec une autre urgence. Et alors? Je n'aurai plus l'argent pour t'aider. Alors tu es juste. Benoît s'est étouffé. D'indignation. Tu es juste une vieille avare. Benoît, ont exclamé Florence et Guillaume presque simultanément. Non, laissez-le parler, ai-je dit calmement. Laissez-le dire tout ce qu'il pense. Je pense que tu ne nous as jamais vraiment aimés, a lâché Benoît, le visage rouge de colère. Tu as toujours été froide, tu as toujours gardé tes distances. Père était le seul qui se souciait vraiment de nous. C'était si injuste, si douloureux, que je ne pouvais plus respirer. Mon Marc, qui rentrait ivre, qui manquait les réunions d'école et les anniversaires, qui dépensait la moitié de sa paie au jeu et à l'alcool. Lui, se souciait vraiment. Notre père nous a laissés sans le sou quand il est mort, lui a rappelé Florence,
la voix tremblante d'indignation. C'est notre mère qui nous a tous soutenus. Elle travaillait tous les jours de la semaine pour que nous ayons une vie décente. Bien sûr, tu as toujours été de son côté, a claqué Benoît. La fille parfaite, l'étudiante parfaite. Pas comme moi et Guillaume, n'est-ce pas? Ne me mêle pas à ça, a averti Guillaume. Je pense aussi que tu dépasses les bornes. Benoît s'est levé, renversant sa chaise. Super. Vraiment super. Vous êtes tous contre moi, ma propre famille. Personne n'est contre toi, Benoît, ai-je dit doucement. Nous ne pouvons simplement pas soutenir tes décisions financières malsaines. Tu dois apprendre à vivre selon tes moyens, comme tout le monde. Facile à dire pour toi qui as des économies, a interjeté Delphine, se levant également. Quand tu n'as pas à t'inquiéter de subvenir aux besoins de tes enfants. Je me suis inquiétée de ça toute ma vie, ai-je répondu. Et c'est pour ça que j'ai des économies. Parce que j'ai planifié, économisé et me suis privée de beaucoup de choses. Eh bien, profite de ton argent, a craché Benoît. Sache simplement que tu ne verras plus tes petits-enfants. Jamais. Sur ce, il a attrapé sa veste et est sorti de la pièce en trombe, claquant la porte si fort que les verres sur la table ont tremblé. Delphine a marqué une pause d'une seconde, me lançant un regard qui se situait quelque part entre la colère et la satisfaction, et l'a suivi. Nous sommes restés tous les trois en silence. Je me sentais vidée, comme si toutes mes forces m'avaient soudainement quittée. Maman. Florence m'a pris la main. Tu as bien fait. Tu ne devrais pas leur donner ton dernier sou, surtout avec la façon dont ils te traitent, a ajouté Guillaume. C'est du pur chantage. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Des émotions contradictoires faisaient rage en moi, la certitude d'avoir bien agi et la peur d'avoir perdu mes petits-enfants pour toujours. Et maintenant? Ai-je finalement demandé. Maintenant, nous devons trouver un moyen de t'aider à rester en contact avec Léa et Léo, a dit fermement Florence. Benoît et Delphine ne peuvent pas les garder enfermés pour toujours. Je peux parler à un avocat, a proposé Guillaume. Savoir si les grands-parents ont des droits pour voir leurs petits-enfants. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas impliquer les tribunaux, Guillaume. Ça ne fera qu'empirer les choses. Alors nous devons penser à un autre moyen, a dit Florence. Peut-être par l'intermédiaire de l'école. Tu pourrais y retrouver les enfants quand Benoît et Delphine ne sont pas là. Cela ressemblait presque à une opération d'espionnage. Des rencontres secrètes, des conspirations. En étions-nous vraiment arrivés là? Devais-je vraiment organiser des rencontres secrètes avec mes propres petits-enfants? Je ne sais pas, ai-je soupiré. J'ai besoin d'y réfléchir. Guillaume a regardé sa montre. Il est tard. Laisse-moi te ramener à la maison, maman. Et toi, Florence? Ai-je demandé, inquiète pour ma fille. Ne t'inquiète pas pour moi, a-t-elle souri. J'ai ma voiture. Je passerai demain et nous discuterons de la suite. Sur le chemin du retour, Guillaume était inhabituellement silencieux. Il conduisait, fixant attentivement la route, ne jetant qu'occasionnellement un regard inquiet vers moi. « Ça va, maman ?» a-t-il finalement demandé lorsque nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais ça ira. » Ce n'était pas mon premier conflit avec Benoît. Mais il n'est jamais allé aussi loin auparavant. Guillaume a secoué la tête. Utiliser des enfants comme des armes. C'est bas, même pour lui. Je pense que c'est plus l'influence de Delphine que sa propre initiative, ai-je dit, me rappelant le regard froid et calculateur de ma belle-fille. Ne le défends pas, maman. La voix de Guillaume s'est durcie. Benoît est un homme adulte. Il prend ses propres décisions. Je savais qu'il avait raison. Mais le cœur d'une mère cherche toujours des excuses pour ses enfants, même quand ils font des choses impardonnables. Tu sais, a poursuivi Guillaume, je pourrais te prêter une partie de l'argent. J'ai un peu d'économie. Non, mon chéri. J'ai secoué fermement la tête. Ça ne résoudra pas le problème. Si je cède maintenant, Benoît utilisera les enfants comme levier chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose. Tu as raison, a-t-il convenu après une pause. Mais ça me fait mal de te voir si bouleversée. Je m'en sortirai, ai-je dit, même si à l'intérieur, je m'effondrais à l'idée de ne peut-être plus jamais revoir Léa et Léo. L'important, c'est que les enfants sachent que je les aime. Lorsque nous nous sommes garés devant ma maison, Guillaume a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. Je vais rester pour le week-end, d'accord?
Je vais chercher un travail ici à Valmont. Peut-être que je peux obtenir un transfert du bureau de Lille. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit, touché par son offre. Je sais, a-t-il souri. Et il y avait tellement de marques dans ce sourire que mon cœur s'est serré. Mais je veux être plus proche de toi, surtout maintenant. Je l'ai serré dans mes bras, sentant les larmes couler sur mes joues. Même si j'avais perdu Benoît, j'avais encore Florence et Guillaume, mes enfants, ma famille. Merci, ai-je murmuré. Guillaume m'a accompagné jusqu'à la porte, s'est assuré que j'allais bien, et est parti pour l'hôtel où il avait réservé une chambre. Je suis entrée dans la maison vide, j'ai enlevé mon tailleur et me suis changée en quelque chose de confortable. Je me suis fait un thé, me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé le ciel nocturne pendant longtemps. J'avais fait le bon choix. Je le savais dans ma tête. Mais mon cœur me faisait mal à l'idée de Léa et Léo, que je ne reverrais peut-être jamais. À l'idée qu'ils pourraient grandir en croyant que leur grand-mère les avait abandonnés, qu'elle avait choisi l'argent plutôt que leur amour. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de ma vie. Je ne pouvais pas dormir, repassant dans ma tête les événements de la soirée, les mots qui avaient été dits, les visages de mes enfants. J'essayais de comprendre où je m'étais trompée avec Benoît, à quel moment il était devenu si égoïste, irresponsable, prêt à utiliser ses propres enfants comme monnaie d'échange dans un conflit financier. Peut-être avais-je été trop stricte avec lui après la mort de Marc. Ou au contraire, pas assez. Peut-être que je travaillais trop et que je ne passais pas assez de temps avec mes enfants. Ou leur avais-je donné trop de liberté et pas assez de contrôle. Des questions sans réponse tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles d'automne dans le vent. Mais une chose dont j'étais sûre, je ne pouvais pas céder au chantage. Je ne pouvais pas laisser Benoît penser qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait en utilisant les enfants. Ce serait une mauvaise leçon pour lui, et pour Léa et Léo. Je suis restée ferme. Il devait résoudre ses problèmes financiers lui-même, et j'espérais qu'un jour, Benoît réaliserait qu'il devait faire de même. Astérisque 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 j'ai passé les 2 semaines qui ont suivi la réunion de famille dans un état second. C'était comme si une partie de moi était morte ce soir-là, quand Benoît est sorti du café en claquant la porte et en promettant que je ne reverrais plus jamais mes petits-enfants. Je déambulais dans la maison, m'acquittant mécaniquement de mes tâches habituelles, préparant des repas que je touchais à peine, faisant une lessive qui n'en avait guère besoin, regardant la télévision sans comprendre ce qui se passait. Florence passait tous les 2 jours pour apporter des provisions et essayer de me faire parler, mais je répondais par monosyllabes. Guillaume appelait de Lille, où il était retourné après le week-end, pour me demander comment je tenais le coup. Je disais que j'allais bien, même si c'était loin d'être la vérité. Laure, ma fidèle amie, s'est avérée la plus persévérante. Elle venait tous les jours, me faisait sortir pour des promenades, me racontait les potins locaux, essayant de me distraire. Et c'est elle qui a finalement trouvé une solution. Marianne, a-t-elle dit un matin, en posant fermement une tasse de thé au gingembre devant moi. Ça ne peut plus durer. Tu dépéris à vue d'œil. J'ai simplement haussé les épaules. Quelle importance avait mon apparence quand j'avais perdu la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue? Écoute, a dit Laure en s'asseyant en face de moi. J'ai une idée. Ou plutôt, je me suis souvenu de quelqu'un. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, sans grand intérêt. Tu te souviens d'Hélène Picard? Elle a travaillé comme infirmière scolaire avec moi, puis elle est passée à l'enseignement. Je me souvenais vaguement d'une petite femme aux cheveux bruns courts et aux yeux bienveillants. Laure l'avait parfois mentionnée dans ses histoires de travail. Je crois. Pourquoi? Elle enseigne à l'école de tes petits-enfants, a dit Laure avec un sourire triomphant. Elle enseigne la littérature à Léa. J'ai senti quelque chose comme de l'espoir s'agiter en moi. Tu penses? J'ai déjà parlé avec elle, a acquiescé Laure. Elle a accepté de te rencontrer aujourd'hui à 15 heures au salon de thé Jasmin, sur la grande rue. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti une bouffée d'énergie. J'ai rapidement fini mon thé et me suis levée. Il faut que je me change et que je me coiffe. Laure a ri. Voilà, ça ressemble plus à ma Marianne. Le salon de thé Jasmin était calme et confortable. Hélène Picard nous attendait déjà à une table près de la fenêtre. La même petite femme aux cheveux courts dont je me souvenais vaguement. Seules des mèches grises étaient apparues dans ses cheveux châtains et des rides s'étaient formées autour de ses yeux. Madame Edge, s'est-elle levée pour me saluer. J'ai tant entendu parler de vous par Laure. Appelez-moi Marianne, s'il vous plaît, ai-je dit en lui serrant la main. Et merci d'avoir accepté de me rencontrer. Nous nous sommes assises, avons commandé du thé et des gâteaux, et Hélène est allée droit au but.
Laure m'a parlé de votre situation. C'est terrible d'utiliser des enfants comme monnaie d'échange dans un conflit financier. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Je ne les ai pas vus depuis presque un mois. Je ne sais pas ce que Benoît et Delphine leur racontent, mais je crains que ce ne soit pas bon. En ce qui concerne Léa, a dit Hélène, je peux vous assurer qu'elle comprend parfaitement la situation. C'est une fille très intelligente et perspicace. Elle a mentionné plusieurs fois en classe que sa grand-mère lui manquait. Vraiment. Mon cœur a bondi à ces mots. Oui, a acquiescé Hélène. Et voici ce que je voulais vous proposer. Mercredi prochain, nous organisons une soirée littéraire à l'école. Les élèves liront leurs compositions, puis il y aura une petite réception pour les parents et les invités. Je peux vous mettre sur la liste des invités. Mais Benoît et Delphine seront là, ai-je objecté. Ils ne me laisseront pas approcher les enfants. Ils ne seront peut-être pas là, a souri Hélène. Tous les parents n'assistent généralement pas à ces événements. Beaucoup sont trop occupés. Et même s'ils viennent, il est difficile de surveiller tout le monde dans une si grande foule. C'était une chance, une petite chance incertaine, mais une chance quand même, de voir mes petits-enfants. Je viendrai, ai-je dit fermement. Merci, Hélène. De plus, a-t-elle ajouté, il y a d'autres événements à l'école. Des compétitions sportives, des concerts de musique, des foires scientifiques. Je peux vous en informer. Ce serait merveilleux, ai-je dit, sentant les larmes me monter aux yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et d'espoir. Mercredi, je me suis préparée aussi soigneusement que si j'allais à un entretien important. J'ai choisi une robe vert foncé dont Florence disait qu'elle faisait ressortir la couleur de mes yeux. Je me suis maquillée modestement et je me suis coiffée. Je voulais avoir l'air digne, mais pas provocante. L'école Sainte-Marguerite, où Léa et Léo étudiaient, était située dans un vieux bâtiment en briques rouges à la périphérie de Valmont. Je n'y étais jamais allée auparavant, car c'était généralement Benoît ou Delphine qui amenaient et récupéraient les enfants. Les parents et les invités se rassemblaient déjà dans la cour de l'école. J'ai regardé nerveusement autour de moi, craignant de voir la silhouette familière de mon fils ou de ma belle-fille, mais il n'était nulle part. Marianne. Hélène m'a fait signe depuis l'entrée de l'auditorium. Je suis contente que vous soyez venue. Laissez-moi vous montrer vos places. Elle m'a conduite dans la salle où des rangées de chaises étaient installées devant une petite scène. Ma place était au 4e rang, assez près pour voir les orateurs, mais pas trop pour ne pas être gênante. Léa lira sa rédaction en 7e position, m'a chuchoté Hélène. Et Léo est assis au 2e rang à gauche avec les autres élèves plus jeunes. J'ai hoché la tête, incapable de parler de nervosité. La salle s'est progressivement remplie. Parents, grands-parents, frères et sœurs aînés. Tout le monde se dépêchait de prendre place. Je surveillais attentivement l'entrée, mais Benoît et Delphine n'étaient toujours pas là. Finalement, le directeur de l'école est monté sur scène et a prononcé un bref discours de bienvenue. Puis les présentations des élèves ont commencé. J'ai à peine écouté les 6 premières. Toute mon attention était concentrée sur l'attente. Et puis ils ont annoncé « Léa Edge ». Ma petite fille est montée sur scène. Une jeune fille élancée aux longs cheveux auburn attachés en une queue de cheval soignée. Elle portait son uniforme scolaire, une jupe bleu marine et un chemisier blanc. Elle avait l'air sérieuse et concentrée, comme toujours quand elle faisait quelque chose d'important. Ma rédaction s'intitule Le jardin de mamie, a-t-elle dit d'une voix claire. Et mon cœur a bondi. Léa a commencé à lire, parlant du petit jardin derrière la maison de sa grand-mère, où poussaient des roses et des pommiers, où l'on pouvait s'asseoir des heures sous un vieil arbre avec un livre, où l'air sentait l'herbe fraîchement coupée et les sablés à la cannelle. Elle parlait de sa grand-mère, qui connaissait le nom de toutes les fleurs et de tous les oiseaux, qui racontait des histoires sur le passé et trouvait toujours le temps d'écouter. Sur l'importance d'avoir un tel endroit et une telle personne dans sa vie. J'écoutais, incapable de cacher mes larmes. Ce n'était pas juste une rédaction scolaire. C'était un message. Léa savait que je serais là, et elle avait choisi un sujet qui ne pouvait pas me laisser indifférente. Quand elle a fini, la salle a éclaté en applaudissements. Léa s'est légèrement inclinée, et avant de quitter la scène, a jeté un regard dans la salle. Pendant un instant, nos yeux se sont croisés, et elle a souri légèrement. C'était suffisant. Elle savait que j'étais là. Elle savait que je l'avais entendu. Après tous les discours, on a annoncé que c'était l'heure des rafraîchissements. Parents et enfants se sont déversés dans le couloir et la cour de l'école.
Je me suis frayé un chemin avec précaution à travers la foule, essayant de ne pas attirer l'attention. Mamie. La voix douce de Léo m'a prise au dépourvu. Il se tenait derrière une colonne dans le couloir, les yeux brillants d'excitation. Léo, mon chéri. Je me suis agenouillée pour le serrer dans mes bras. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mamie. Il m'a serré fort. Papa a dit que tu ne voulais pas nous voir, mais je savais que ce n'était pas vrai. Bien sûr que ce n'était pas vrai. Je lui ai caressé la tête, incapable de retenir mes larmes. Je veux toujours te voir, toujours. Marianne. Hélène est apparue à côté de nous. Léa t'attend à la bibliothèque. Dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps. J'ai pris Léo par la main et nous nous sommes dépêchés de suivre Hélène. La bibliothèque se trouvait dans l'aile éloignée de l'école et était vide à cette heure-là. Léa était assise à une table, tapotant nerveusement la surface avec ses doigts. Mamie. Elle a sursauté en me voyant et s'est jetée dans mes bras. Ma petite, je l'ai serrée contre moi, sentant son cœur battre. Ta rédaction était magnifique. Merci. Je savais que tu viendrais, a-t-elle dit. Mademoiselle Picard a dit que nous aurions des invités spéciaux, et j'ai tout de suite su. Nous n'avons parlé que quelques minutes, de l'école, des amis, de ce qui se passait à la maison. Les enfants m'ont dit que Benoît et Delphine se disputaient constamment à propos de l'argent et que l'atmosphère à la maison était tendue, mais qu'ils tenaient bon, se soutenant mutuellement. Je dois y retourner, a finalement dit Hélène en jetant un coup d'œil dans la bibliothèque. Tout le monde va bientôt chercher les enfants pour la réception. J'ai serré mes petits-enfants très fort. Au revoir, en promettant que nous nous reverrions. Prenez soin l'un de l'autre, leur ai-je dit. Et souvenez-vous, peu importe ce que disent vos parents, je vous aimerai toujours. Après cette rencontre, la vie semblait reprendre des couleurs. Je ne me sentais plus impuissante et abandonnée. Maintenant, j'avais un plan. J'avais de l'espoir. Au cours des semaines suivantes, j'ai assisté à plusieurs autres événements scolaires. Une journée sportive où Léo a participé à une course de relais. Une foire scientifique où Léa a présenté son projet sur l'influence de la musique sur la croissance des plantes. Chaque fois, j'ai réussi à échanger quelques mots avec eux et à leur donner de petits cadeaux. Des bonbons, des livres, de petites surprises qu'ils pouvaient cacher à leurs parents. Hélène et d'autres enseignants qui avaient appris notre situation par l'or nous soutenaient secrètement. Ils m'informaient des événements à venir, créaient des occasions de courtes rencontres et regardaient ailleurs lorsque nous échangions des notes ou des cadeaux. Cela a duré près de 2 mois. J'ai appris à vivre dans cette nouvelle réalité, une réalité de rencontres secrètes et de liens invisibles. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Et puis tout s'est effondré. C'est arrivé le jour du cours d'histoire ouvert au public. Léa m'avait invité à écouter sa présentation sur la Seconde Guerre mondiale. J'étais assise au dernier rang, essayant d'être discrète. Le cours était presque terminé lorsque la porte de la classe s'est ouverte et que Benoît et Delphine sont apparus sur le seuil. Leurs yeux m'ont immédiatement trouvé. Le visage de Benoît s'est crispé de rage et Delphine est devenue pâle et a serré les lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Benoît à voix haute, ignorant le professeur et les autres parents. « Je suis venu écouter la présentation de ma petite fille, ai-je répondu, en essayant de paraître calme. Après que nous t'ayons clairement fait comprendre que tu ne devais pas approcher nos enfants, a avancé Delphine. C'est inacceptable. Le professeur d'histoire, Monsieur Bernard, a tenté d'intervenir. S'il vous plaît, discutons-en après le cours. Les enfants. Non, nous en discutons maintenant, l'a coupé Benoît. Cette femme viole notre droit parental de décider qui nos enfants fréquentent. Un lourd silence est tombé sur la classe. Tous les yeux étaient tournés vers nous. Parents, enfants, professeurs. Léa se tenait au tableau, le visage blanc et les yeux remplis de larmes. Monsieur Edge, a dit fermement Monsieur Bernard. Je dois vous demander de quitter la classe. Vous perturbez le cours. Je ne pars pas tant qu'elle ne part pas, a dit Benoît en me montrant du doigt. Et je veux savoir qui l'a autorisé à venir ici dans notre dos. Papa, s'il te plaît, a dit doucement Léa. Tais-toi, a aboyé Benoît. On en reparlera à la maison. C'en était trop. Je me suis levée, redressant les épaules. N'ose pas parler à un enfant comme ça, Benoît. Si tu veux crier sur quelqu'un, crie sur moi. Oh, j'ai beaucoup de choses à te dire, a-t-il dit en faisant un pas vers moi. Tu pensais qu'on ne le découvrirait pas? Tu pensais pouvoir te faufiler et voir nos enfants? Je suis leur grand-mère,
ai-je dit fermement. J'ai le droit de les voir. Tu n'as aucun droit, a crié Delphine. Nous sommes leurs parents. C'est nous qui décidons. Monsieur Bernard a finalement réussi à se glisser entre nous. J'appelle le directeur, a-t-il dit fermement. Tous les autres, veuillez quitter la classe. Le cours est terminé. Les parents et les enfants ont commencé à sortir, nous jetant des regards compatissants ou réprobateurs. Léa était toujours debout au tableau, comme collée au sol. Léa, viens ici, a ordonné Delphine. Nous partons. Non. Léa a défié ouvertement sa mère pour la première fois de sa vie. Je n'ai pas fini ma présentation. Tu la finiras une autre fois, a claqué Delphine. Nous partons, maintenant. C'est à cause de mamie, a demandé Léa, la voix tremblante. Pourquoi ne nous laissez-vous pas la voir? Elle n'a rien fait de mal. N'ose pas remettre en question nos décisions. Benoît l'a attrapée par le bras. Rentrons à la maison, maintenant. Lâche-la, Benoît, ai-je avancé. Tu lui fais mal. À ce moment, le directeur de l'école, Monsieur Fournier, est entré dans la classe. C'était un homme grand aux tempes grisonnantes et au regard sévère. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé en regardant toutes les personnes présentes. Cette femme, a dit Delphine en me montrant du doigt, a rencontré secrètement nos enfants à l'école, alors que nous lui avions interdit tout contact avec eux. Madame Edge est la grand-mère de 2 de nos élèves, a répondu calmement le directeur. Elle assiste à des événements scolaires ouverts, ce qui n'est pas contraire au règlement. Nous l'avions interdit, a haussé la voix Benoît. Nous sommes leurs parents, et nous décidons qui ils fréquentent. Monsieur Edge, la voix du directeur est devenue plus froide. Je comprends votre inquiétude, mais s'il vous plaît, contrôlez votre ton. L'école a certaines règles de conduite que tout le monde doit suivre, les élèves comme leurs parents. Astérisque 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 après la scène à l'école, je me sentais anéantie. En rentrant chez moi, je me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant Valmont sous la pluie, incapable même de me faire une tasse de thé. Je voyais le visage de Léa devant moi, pâle, effrayé, les yeux remplis de larmes, et Benoît, mon fils, criant des accusations, attrapant le bras de sa fille si fort que des marques rouges y étaient restées. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma famille avait-elle pu se transformer en champ de bataille? Un appel téléphonique m'a sorti de mes pensées amères. C'était Hélène Picard, la professeure de Léa. Marianne, comment allez-vous? Sa voix semblait sincèrement inquiète. J'ai connu des jours meilleurs, ai-je essayé de paraître calme, mais ma voix tremblait. Comment vont les enfants? Léa est très bouleversée. Après votre départ, il y a eu une grande discussion dans le bureau du directeur. Monsieur Fournier a eu une conversation très ferme avec votre fils et sa femme sur l'inacceptabilité d'un tel comportement à l'école. Et Léa, elle va bien. Physiquement, oui. Mais elle est très bouleversée. Et Hélène a hésité. Je crains que Benoît et Delphine ne surveillent les enfants encore plus étroitement maintenant. Ils ont déjà prévenu l'administration de l'école que vous ne deviez être autorisé à aucun événement où leurs enfants sont présents. J'ai senti le dernier fil d'espoir se rompre. Même ces rares rencontres secrètes étaient désormais impossibles. Je comprends, ai-je dit doucement. Merci pour tout ce que vous avez fait, Hélène. Je vous suis très reconnaissante. Ne perdez pas espoir, Marianne. Sa voix est devenue plus ferme. Les enfants savent que vous les aimez. C'est le plus important. Après avoir parlé à Hélène, je me suis enfin forcée à me lever et à faire du thé. Les rituels quotidiens m'aidaient toujours à rassembler mes esprits. J'ai sorti la boîte de thé que Guillaume m'avait apportée, j'ai chauffé l'eau à la bonne température, j'ai sorti ma tasse préférée. Pendant tout ce temps, je pensais à Léa et Léo, à ce qu'ils devaient ressentir, à ce qu'ils devaient penser. L'heure est arrivée le soir. Comme toujours, elle n'a pas frappé. Elle est entrée avec le double des clés que je lui avais données il y a longtemps. Elle a apporté du pain fraîchement cuit et de la soupe maison. Tu dois manger, a-t-elle dit en posant son sac sur la table de la cuisine. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tout le monde en ville en parle. Tout le monde en ville. J'ai senti la couleur quitter mes joues. Bon, peut-être pas toute la ville, a agité la main Laure. Mais les nouvelles vont vite à Valmont, tu sais. Surtout les nouvelles dramatiques. Elle a réchauffé la soupe, coupé le pain et m'a forcé à m'asseoir et à manger. Et seulement quand j'ai eu mangé presque tout ce qu'elle m'avait mis devant moi, Laure s'est assise en face et m'a regardé sérieusement.
Qu'est-ce que tu vas faire, Marianne? J'ai secoué la tête. Que puis-je faire? Benoît et Delphine ont clairement fait savoir qu'ils ne me laisseraient pas voir mes petits-enfants. Maintenant, même l'école m'est fermée. Il y a d'autres moyens, a dit Laure, pensive. Tu pourrais aller au tribunal. Les grands-parents ont des droits pour voir leurs petits-enfants. Non. J'ai secoué fermement la tête. Je ne vais pas entraîner les enfants dans une affaire judiciaire. Ils ont déjà assez souffert. Alors quoi? Juste abandonner? Il y avait un défi dans sa voix et cela m'a piqué au vif. Abandonner. Moi, Marianne Edge, qui avait élevé 3 enfants seuls après la mort de mon mari. Qui avait cumulé 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Qui n'avait jamais demandé d'aide ni ne s'était plainte de son sort. Non, ai-je dit fermement. Je n'abandonnerai pas. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une autre solution. Laure a souri, comme si elle attendait ça. Voilà ma Marianne. Nous sommes restés dans la cuisine tard dans la nuit, discutant de différentes options. Peut-être demander à Florence ou à Guillaume de parler à nouveau à Benoît, ou essayer d'écrire des lettres aux enfants. Les idées venaient et repartaient, les unes après les autres. À la fin de la soirée, nous n'avions toujours pas de plan clair, mais je me sentais mieux. Au moins, je réfléchissais et faisais quelque chose à nouveau, au lieu de rester assise dans un état second. Quand l'heure est partie, j'ai rangé la cuisine et m'apprêtais à aller me coucher quand j'ai entendu un léger coup à la porte. Il était presque 22 heures, trop tard pour des visiteurs habituels. Je me suis approchée prudemment de la porte. « Qui est-ce » ai-je demandé sans ouvrir. « Mamie, c'est moi. » La voix douce de Léa m'a fait ouvrir la porte instantanément. Sur le seuil se tenait ma petite fille, trempée par la pluie, son sac à dos sur les épaules, grelottant de froid ou de peur. « Léa !» Je l'ai tirée à l'intérieur et j'ai rapidement fermé la porte. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu arrivée? Tes parents savent où tu es? » Les questions fusaient pendant que je l'aidais à enlever sa veste et ses chaussures mouillées. « Je me suis enfuie », a-t-elle dit simplement. Après ce qui s'est passé à l'école, maman et papa étaient furieux. Ils criaient et disaient des choses horribles sur toi. Papa a dit qu'on allait déménager dans une autre ville, pour que tu ne puisses pas nous trouver. Et maman a dit que tu étais une mauvaise influence sur nous. Et que, elle a hésité, que tu ne nous avais jamais vraiment aimés, sinon tu aurais aidé avec l'argent. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son corps mince trembler. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Tu sais que ce n'est pas vrai. Bien sûr que je le sais. Léa s'est accrochée à moi. C'est pour ça que je suis venue. Je ne peux plus écouter leurs mensonges, et je ne veux pas déménager. Je l'ai emmené dans la cuisine, l'ai assise à table et lui ai versé un thé chaud avec du miel, son préféré. C'est seulement alors que j'ai remarqué à quel point son jean et son pull étaient mouillés. Tu dois te changer, ai-je dit. Je vais te trouver quelque chose. Je suis montée à l'étage et j'ai sorti du placard un vieux t-shirt et un short de Florence, qu'elle avait laissé quand elle était adolescente. Ils étaient un peu grands pour Léa, mais mieux que des vêtements mouillés. Quand je suis revenue, Léa était assise, les bras enroulés autour de sa tasse de thé, essayant de se réchauffer. « Change-toi, et je vais réchauffer la soupe que Laure a apportée. Tu dois avoir faim. » Léa a hoché la tête et est allée dans la salle de bain pour se changer. J'ai réchauffé la soupe, coupé du pain et essayé de comprendre quoi faire ensuite. La situation était grave. Léa s'était enfuie de chez elle. Benoît et Delphine devaient avoir remarqué son absence et étaient probablement morts d'inquiétude. Peu importe à quel point j'étais en colère contre eux, ils étaient toujours ses parents et avaient tout à fait le droit de s'inquiéter pour leur enfant. Quand Léa est revenue dans la cuisine, vêtue de vêtements secs, les cheveux mouillés attachés en chignon, elle avait l'air à la fois plus âgée et plus jeune que son âge. Ses yeux montraient la détermination d'une adulte, mais en même temps, elle semblait si fragile et vulnérable. « Mange », ai-je dit en posant un bol de soupe devant elle. « Et ensuite, nous devrons appeler tes parents. » « Non. » Léa a vivement relevé la tête. « Je ne retourne pas à la maison. Pas maintenant. Ma chérie, tu ne peux pas simplement t'enfuir de chez toi. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. » « Qu'ils s'inquiètent, » a-t-elle dit avec une pointe d'amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. « Ils n'ont pas pensé à mon inquiétude quand je ne pouvais pas te voir. » Comment Léo pleurait tous les soirs la première semaine. Mon cœur s'est serré. Pauvres enfants. Pauvre Léo. Un garçon si sensible. Où est Léo maintenant, ai-je demandé, craignant soudain qu'il ne se soit enfui aussi.
Il est à la maison. Léa a commencé à manger sa soupe. Il ne sait pas que je suis partie. J'ai attendu que tout le monde dorme et je me suis glissée par la fenêtre de ma chambre. Elle donne sur le toit du garage, d'où il est facile de descendre. Comment es-tu venue ici sous cette pluie? J'ai pris le bus jusqu'au centre, puis j'ai marché, a-t-elle haussé les épaules, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je connais le chemin. On a souvent marché de l'arrêt de bus jusqu'à chez toi. Je la regardais avec étonnement et fierté. Ma petite fille, seulement 12 ans, mais si déterminée et courageuse. En même temps, je réalisais à quel point son acte avait été dangereux. Une fille seule, la nuit, dans une ville pluvieuse. Tout aurait pu arriver. Léa, je comprends ce que tu ressens, ai-je dit doucement. Vraiment. Mais tes parents ont le droit de savoir où tu es et que tu vas bien. Nous devons les appeler. Elle a mangé sa soupe en silence, sans être d'accord, mais sans discuter non plus. Quand son assiette a été vide, Léa a levé les yeux vers moi. Si on les appelle, ils viendront tout de suite et m'emmèneront, et alors je ne te reverrai plus jamais. Il parlait de déménager à Lyon. Papa a une chance d'y trouver un travail. Lyon. C'était trop loin pour moi. Je ne pouvais pas imaginer ne plus jamais revoir mes petits-enfants, sauf peut-être une fois par an à Noël si Benoît le permettait. Faisons comme ça, ai-je suggéré après un moment de réflexion. Il est tard maintenant. Tu passes la nuit ici, et demain matin, nous appellerons tes parents ensemble et discuterons de tout. D'accord? Léa n'était clairement pas enchantée par l'idée, mais elle a hoché la tête. D'accord. Mais je veux que tu sois là quand je leur parlerai, et je veux qu'ils entendent mon opinion. Bien sûr, ma chérie. Ton opinion est très importante. Je lui ai fait un lit dans la chambre de Florence, lui ai donné ma vieille chemise de nuit et l'ai aidée à s'installer. Quand elle fut couchée, je me suis assise sur le bord du lit. Tu sais, ce que tu as fait était très courageux, ai-je dit en l'abordant. Mais aussi très risqué. Promets-moi que tu ne t'enfuiras plus jamais de chez toi la nuit, quoi qu'il arrive. Je promets, a-t-elle bâillé. S'ils promettent que je peux te voir. J'ai souri, lui ai caressé la tête et j'ai quitté la pièce, laissant la porte entr'ouverte. En bas, je suis immédiatement allée au téléphone. Autant que je voulais passer plus de temps avec ma petite fille, je ne pouvais pas laisser Benoît et Delphine passer la nuit dans la peur et l'incertitude. J'ai composé leur numéro et écouté les longues sonneries. Finalement, quelqu'un a décroché. Allô? La voix de Benoît était tendue. Benoît, c'est maman. Léa est avec moi. Il y eut un moment de silence, puis une explosion. Quoi? Tu l'as enlevée? Comment oses-tu? Je ne l'ai pas enlevée, ai-je répondu calmement. Elle est venue d'elle-même, trempée jusqu'aux os, frigorifiée. Elle dort maintenant. On vient la chercher tout de suite. Non. Ma voix est devenue plus ferme. Il est presque 23 heures. Elle est fatiguée et vient de s'endormir. Venez demain matin. Tu n'as aucun droit de nous dire quand prendre notre enfant. La voix de Delphine a percé au téléphone. J'ai le droit de veiller au bien-être de ma petite fille, ai-je répondu. Elle est en sécurité, nourrie et endormie. Nous parlerons calmement demain matin. Si tu ne nous la donnes pas tout de suite, a sifflé Benoît, j'appelle la police. Fais ce que tu juges nécessaire, ai-je soupiré. Mais réfléchis si tu veux que la police vienne voir une fillette de 12 ans effrayée qui a fui ses parents et traversé toute la ville sous la pluie juste pour voir sa grand-mère. Es-tu sûr que cela se reflétera bien sur ta réputation de père? Benoît s'est tu. Je l'entendais chuchoter avec Delphine. D'accord, a-t-il finalement dit. Nous serons là demain à 8 heures du matin. Mais ce n'est pas fini, maman. Tu as franchi la ligne. J'ai franchi la ligne. Je n'ai pu retenir un rire amer. Réfléchis encore, Benoît. Réfléchis à qui a vraiment franchi toutes les lignes imaginables. J'ai raccroché, sentant mes mains trembler. Demain serait une journée difficile. Une journée très difficile. En montant, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Léa. Elle dormait déjà, blottie sous les couvertures comme elle le faisait quand elle restait chez moi enfant. Son visage avait l'air si paisible, si jeune. Mon cœur se serrait d'amour et de douleur pour cette fille courageuse et déterminée qui avait tout risqué pour être avec moi. J'ai doucement fermé la porte et suis allée dans ma chambre. Demain serait une épreuve sérieuse pour nous tous. Astérisque astérisque astérisque, le matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude et j'ai préparé le petit déjeuner.
Des crêpes avec de la confiture de myrtille, les préférées de Léa. Quand elle est descendue, portant toujours le t-shirt de Florence, les cheveux en bataille, j'avais déjà mis la table. Bonjour, ma chérie, lui ai-je souri. As-tu bien dormi? Oui, a-t-elle acquiescé en s'asseyant à table. Je n'ai pas aussi bien dormi depuis longtemps. Nous avons déjeuné en discutant de diverses banalités. Ses projets scolaires, les livres qu'elle avait lus récemment, un nouveau film qu'elle voulait voir. C'était la conversation habituelle entre une grand-mère et sa petite-fille, qui avait autrefois été une partie si naturelle de nos vies et qui semblait maintenant un cadeau précieux et rare. À 8 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai regardé Léa et elle m'a regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Tout ira bien, ai-je dit en lui serrant la main. Je suis là. Je suis allée ouvrir la porte. Benoît et Delphine se tenaient sur le seuil, tous deux les yeux rouges de manque de sommeil, tendus comme des cordes d'arc. Où est-elle? A demandé Benoît au lieu de dire bonjour. Dans la cuisine, en train de prendre son petit déjeuner, ai-je répondu en les laissant entrer. Et bonjour, au fait. Ils ont ignoré ma salutation et sont allés directement à la cuisine. Léa était assise à table, le dos droit et une expression déterminée sur le visage. Léa, prépare-toi. Nous partons, a dit Delphine. Je veux vous parler, a répondu Léa, sans bouger de sa chaise. Pas ici, l'a coupé Benoît. On parlera à la maison. Non. La voix de Léa était d'acier, un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. On parlera ici, maintenant, avec mamie. Benoît et Delphine ont échangé un regard. Je pouvais voir à quel point ils étaient surpris et confus. Leur fille obéissante avait soudainement montré une facette d'elle-même à laquelle ils ne s'attendaient pas. Très bien, a finalement dit Benoît en s'asseyant à table. Parle. Léa a pris une profonde inspiration. Je suis au courant pour l'argent, a-t-elle commencé. Je sais que vous avez demandé 3 000 € à mamie à crédit et que, quand elle a refusé, vous nous avez interdit de la voir. Ce n'est pas si simple, a tenté d'argumenter Delphine. C'est aussi simple que ça, a interrompu Léa. Vous vous servez de Léo et de moi comme des armes. Vous dites que vous nous aimez, mais vous nous traitez comme des choses que l'on peut échanger. J'étais abasourdie par ces paroles. Où une fille de 12 ans avait-elle puisé une telle sagesse, une telle compréhension de la situation? Léa, tu ne comprends pas les problèmes d'adultes, a dit Benoît, sa voix s'adoucissant. Mamie aurait pu nous aider à garder la maison, mais elle a choisi de ne pas le faire. Je comprends tout, papa. Léa l'a regardé droit dans les yeux. Mamie a économisé toute sa vie pour assurer sa vieillesse. C'est son argent, et elle a le droit de décider comment le dépenser. Vous êtes des adultes. Vous devriez résoudre vos propres problèmes au lieu d'attendre que mamie arrange tout. Benoît avait l'air d'avoir été frappé. Delphine est devenue pâle. Qui t'a dit ça? A-t-elle demandé en me jetant un regard accusateur. Mamie. Personne, a répondu Léa. C'est ce que je pense moi-même. Je vous ai entendu vous disputer à propos de l'argent, discuter des économies de mamie, planifier ce que vous feriez quand vous les auriez. Je ne suis ni sourde ni stupide. Je regardais ma petite fille avec fierté et douleur. Fierté pour son intelligence et sa force de caractère. Douleur de savoir ce qu'elle avait dû traverser, ce qu'elle avait dû entendre. Léa, a tenté Benoît sur un autre ton. Nous faisons ça pour toi et Léo. Pour que vous ayez une maison, que vous puissiez aller dans une bonne école. Ce n'est pas vrai, a secoué la tête Léa. Vous faites ça pour vous-même. Si vous vous souciez de nous, vous ne nous auriez pas enlevé notre grand-mère, que nous aimons. Vous n'auriez pas fait pleurer Léo tous les soirs. Vous n'auriez pas prévu de déménager à Lyon juste pour que nous ne puissions pas la voir. Déménager à Lyon. J'ai regardé Benoît avec surprise. Tu allais sérieusement déménager juste pour que les enfants ne puissent pas me voir. Benoît a baissé les yeux. On m'a proposé un travail là-bas, mieux payé. Et quand comptais-tu m'en parler? Jamais, a répondu Léa à sa place. Il n'allait pas te le dire. Maman a dit que ce serait mieux si tu disparaissais, tout simplement. J'ai regardé Delphine, qui avait maintenant l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Benoît a jeté un regard désapprobateur à sa femme. Nous n'avions pas encore pris de décision finale, a-t-il marmonné. Mais vous en avez discuté, ai-je dit, sentant un froid m'envahir. Discuter de la possibilité de simplement disparaître de ma vie, emmenant les enfants avec vous, sans un mot, sans un au revoir.
Tu ne nous as pas laissé le choix, a claqué Delphine. Tu as refusé d'aider, et ensuite tu as commencé à voir les enfants dans notre dos. Parce que vous lui avez interdit de nous voir, s'est exclamée Léa. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Il est temps que tu te prépares, a dit Benoît en se levant. On a assez discuté. Je ne vais nulle part tant que vous n'aurez pas promis que je pourrai voir ma grand-mère. Léa a croisé les bras sur sa poitrine. Léa, la voix de Delphine est devenue menaçante. Ne teste pas notre patience. Que allez-vous faire? A demandé Léa, défiante. M'emmener de force? M'enfermer dans ma chambre? Je trouverai un moyen de m'échapper et la prochaine fois, j'irai si loin que vous ne me trouverez jamais. J'ai vu Benoît et Delphine échanger des regards inquiets. Ils réalisaient soudain que leur fille obéissante s'était transformée en quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas et ne pouvaient pas contrôler. Peut-être devrions-nous tous nous calmer, ai-je suggéré, brisant le lourd silence. Et discuter de cela rationnellement. Qu'y a-t-il à discuter? A demandé Benoît. Tu refuses d'aider ta famille dans le besoin. Tu as montré que l'argent est plus important pour toi que nous. Non, Benoît, j'ai secoué la tête. J'ai montré que je ne céderai pas au chantage, que je ne vous laisserai pas utiliser les enfants. Je t'ai aidé de nombreuses fois, avec de l'argent, du temps, de l'attention, et je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais cette fois, tu as dépassé les bornes. Vous avez tous les deux dépassé les bornes, a ajouté Léa. Et vous devez présenter vos excuses à mamie. Benoît a reniflé. M'excuser pourquoi? Pour ne pas nous avoir laissé la voir, pour nous avoir menti à son sujet, pour avoir causé cette scène horrible à l'école. Maintenant, tout le monde dit que Léa Edge a une famille de fous. J'ai vu Benoît et Delphine tressaillir à ces mots. Leur réputation à l'école était importante pour eux deux. L'idée que leur fille soit le sujet de commérage était clairement désagréable. Léa, a commencé Delphine sur un ton plus doux. Nous comprenons que tu sois contrariée. Et peut-être que nous avons eu tort, mais tu dois comprendre que les adultes ont des relations compliquées et parfois. Ne me fais pas la morale, maman, a interrompu Léa. Je comprends parfaitement. Je comprends que papa et toi devez beaucoup d'argent et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Je comprends qu'il était plus facile pour vous de blâmer mamie que d'admettre vos erreurs. Je comprends que vous vous êtes servi de Léo et de moi parce que c'était le seul moyen de faire pression sur mamie. Je regardais ma petite fille avec stupéfaction. À 12 ans, elle voyait la situation plus clairement que de nombreux adultes. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Benoît, sa voix sonnant fatiguée. Je veux que vous laissiez Léo et moi voir mamie régulièrement, sans restriction. Je veux que vous lui présentiez vos excuses pour tout ce que vous avez dit et fait. Et je veux que vous oubliez le déménagement à Lyon. Nous n'allons nulle part. Benoît a passé une main sur son visage. Il avait l'air épuisé, vieilli. À ce moment, j'ai soudain vu en lui non pas un homme têtu et égoïste, mais mon petit garçon qui avait toujours été trop fier pour admettre ses erreurs. Léa, a-t-il dit doucement. On ne peut pas simplement renoncer au déménagement. C'est un bon travail. Plus d'argent. Plus d'argent pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. A demandé Léa avec une franchise déconcertante. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle voiture ou de vacances en Espagne. J'ai besoin de ma grand-mère. Et Léo en a besoin aussi. Delphine a jeté un rapide regard sur moi, puis sur son mari. Peut-être pourrions-nous trouver une sorte de compromis, a-t-elle dit, incertaine. Si votre mère acceptait de nous aider, au moins un peu. Non, j'ai secoué la tête. Non, Delphine. Pas en échange du droit de voir mes petits-enfants. Soit vous reconnaissez mon droit de faire partie de leur vie sans condition, soit vous ne le reconnaissez pas. Et alors quoi? Benoît a levé les yeux vers moi. Tu vas juste nous laisser perdre notre maison. Je ne vous laisserai pas perdre votre maison, ai-je dit fermement. Mais je ne vous laisserai pas utiliser les enfants. Si vous voulez parler d'argent, parlons-en comme des adultes, sans chantage ni menace. Peut-être que je peux vous aider à trouver d'autres solutions. Peut-être que je peux vous prêter une partie de l'argent, mais ce sera une conversation d'affaires, Benoît, pas de la manipulation familiale. La pièce est devenue silencieuse. Léa regardait de moi à ses parents, attendant leur réaction. Benoît et Delphine ont échangé un long regard, comme s'ils menaient une conversation silencieuse. D'accord, a finalement dit Benoît. Tu as raison, maman. Nous. J'ai dépassé les bornes. Je suis désolé.
Ces mots, si simples mais si rares, des lèvres de mon fils, m'ont serré le cœur. Quand s'était-il excusé pour la dernière fois auprès de moi? Il y a 10 ans? 20. Et nous n'interdirons plus aux enfants de te voir, a ajouté Delphine, bien que sa voix soit encore tendue. Léa a raison. C'était mal de notre part. Léa a esquissé un sourire, son premier vrai sourire de la matinée. Et le déménagement? A-t-elle demandé, restant prudente. Benoît a soupiré. Je promets que je vais réfléchir à d'autres options. Peut-être que je trouverai quelque chose ici à Valmont. Ce n'était pas exactement ce que Léa voulait, mais elle a hoché la tête, réalisant que c'était tout ce qu'elle pouvait obtenir pour l'instant. Maintenant, il faut vraiment que tu partes, a dit Delphine en se levant. Tu as école aujourd'hui et tu es déjà en retard pour ton premier cours. Je vais l'aider, ai-je proposé en me levant aussi. Ses vêtements sont encore mouillés d'hier. Il faut trouver quelque chose de sec. Léa et moi sommes montés, laissant Benoît et Delphine dans la cuisine. Quand nous fûmes dans la chambre, Léa m'a serré fort dans ses bras. « Merci, mamie » a-t-elle murmuré. « Merci de ne pas avoir abandonné. »« Merci à toi, ma chérie » ai-je dit en lui caressant la tête. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. » Nous avons trouvé des vêtements secs pour elle, de vieilles affaires de Florence que j'avais gardées au grenier. Ils étaient un peu grands, mais Léa a dit qu'elle se changerait à la maison avant d'aller à l'école. J'ai rassemblé ses vêtements mouillés dans un sac et nous sommes descendus. Benoît et Delphine attendaient à la porte d'entrée, silencieux et tendus. Je savais que la conversation d'aujourd'hui n'était que le début d'un long et difficile processus de reconstruction de notre relation. Il y avait encore beaucoup à discuter et à décider, mais le premier pas avait été fait. On te tiendra au courant pour le déménagement, a dit Benoît alors qu'il partait. Et peut-être que tu pourrais vraiment nous aider à régler nos finances, pas nécessairement en donnant toutes tes économies. Bien sûr, ai-je acquiescé. Passe quand tu veux, Benoît. Sans Delphine, si tu veux. Juste toi et moi, comme avant. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Peut-être un souvenir du temps où il était un petit garçon qui venait me voir avec tous ses problèmes. Des temps révolus, mais peut-être pas complètement disparus. D'accord, a-t-il dit. Je passerai la semaine prochaine. J'ai serré Léa dans mes bras pour lui dire au revoir, promettant que nous nous reverrions bientôt. Puis ils sont partis. Benoît, Delphine et Léa, ma courageuse et intelligente petite fille. Je suis restée à la porte, les regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. En rentrant dans la maison, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Quelque chose avait changé aujourd'hui. Quelque chose de fondamental dans nos relations. Je n'étais pas sûre que Benoît et Delphine aient pleinement réalisé à quel point ils avaient eu tort ou s'ils avaient vraiment changé d'attitude. Peut-être étaient-ils simplement effrayés par la détermination de Léa, sa menace de s'enfuir à nouveau. Peut-être qu'une fois que tout se serait calmé, ils reviendraient à leur projet de déménagement. Mais une chose dont j'étais sûre, c'est que je n'allais plus rester les bras croisés et les laisser dicter les conditions. S'ils essayaient de m'enlever à nouveau mes petits-enfants, je me battrais avec tous les moyens à ma disposition.